vous. Merci de nous rejoindre pour un nouveau journal sur TV5 Monde. En Centrafrique, situation précaire. Une semaine avant la présidentielle, plusieurs offensives ont été lancées par des groupes armés. Mais selon l'ONU, les rebelles auraient été repoussés. Nous ferons le point avec notre correspondant. Le continent sur ses gardes face à l'avancée du coronavirus. Plusieurs pays ont décrété un couvre-feu. En Algérie, des initiatives privées et solidaires émergent pour pallier les insuffisances du système de santé. Et puis le basket, entre espérance et résistance aux Comores, le quotidien de 3 sportives et de leur ancien coach au cœur du documentaire Carton rouge. Le réalisateur Mohamed Saïd Ouma sera notre invité. L'élection présidentielle aura-t-elle bien lieu dimanche prochain en Centrafrique? Des combats ont éclaté à une centaine de kilomètres de la capitale entre l'armée, les casques bleus et plusieurs groupes armés. Les autorités dénoncent une tentative de coup d'État et la coalition de l'opposition réclame un report du scrutin. On écoute les précisions de Luna Guepadoan avec Clément Dirossa. Ce dimanche, les rues de Bangui sont bien calmes, en apparence seulement, car en réalité, le déploiement de groupes armés dans plusieurs villes du pays inquiète. Les habitants préfèrent rester chez eux et les quelques personnes croisées dehors craignent une nouvelle crise électorale. Nos hommes politiques, ils nous poussent à nous diviser, à nous s'entretuer. Je demande seulement à tous les candidats qui postulent pour la présidentielle et la législative de se maîtriser, de se calmer, de se comporter comme des bons citoyens dignes de la République centrafricaine. Dans ce contexte, le report des élections apparaît inévitable, du moins pour la coalition de l'opposition démocratique, la COD 2020, un rassemblement des principaux partis de l'opposition. Vouloir aller aux élections est une chose, mais pouvoir faire les élections en est une autre. Nous voulons aller aux élections, mais aujourd'hui, il est impossible du fait de la situation d'insécurité généralisée et du retard pris par l'ANE en termes de mobilisation du matériel sur le terrain. Nous ne pouvons pas aller aux élections le 27 décembre 2020. L'autorité nationale des élections pas prête, c'est pourtant tout l'inverse qu'a annoncé la veille l'actuel chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra. L'ANE et la Cour constitutionnelle ont assuré que les élections vont se tenir dans les temps. C'est par la démocratie que notre pays connaîtra le développement. Pourquoi prendre les armes contre tes compatriotes? J'appelle les jeunes à la vigilance. Soyez vigilants. Je vous remercie. Report ou non, les tensions ne cessent de s'accroître depuis plusieurs semaines et fragilisent un peu plus chaque jour le pays, où la scène politique semble de plus en plus polarisée entre pouvoir et opposition. Et selon l'ONU, les rebelles auraient été repoussés, la situation serait sous contrôle. Qu'en est-il exactement? Eh bien, on écoute les précisions de notre correspondant à Bangui, Clément Di Roma. Les combats ont continué hier et aujourd'hui dans certaines régions du pays, notamment au nord-ouest où ils avaient commencé vendredi. Alors ce qui inquiétait surtout les populations ici à Bangui, dans la capitale, c'est la situation à environ 100 km d'ici, à Mbaïki, une petite ville au sud de Bangui, et où des groupes armés affrontaient les forces armées nationales, des forces armées russes et la MINUSCA, les casques bleus des Nations Unies qui ce soir affirment avoir une situation sous contrôle dans plusieurs localités du pays. Pourtant, les mouvements de troupes continuent, la situation est toujours tendue. L'alliance des groupes armés, la coalition des patriotes pour le changement, affirme vouloir continuer les combats et continue de déplacer ses forces pour prendre le contrôle de certains grands axes qui mènent directement vers la capitale, Bangui, où il reste une semaine avant le scrutin électoral. Alors la campagne continue, en tout cas pour le président Faustin-Archange Touadéra, qui a mené un meeting hier, mais de son côté, l'opposition, elle, a cessé toutes ses activités et appelle au report des élections. Voilà, et sachez que vous pouvez retrouver notre page spéciale présidentielle en Centrafrique sur notre site internet www.tv5monde.com.
Au Nigeria, de nouvelles attaques dans le nord-est du pays. 5 militaires ont été tués dans une embuscade contre un convoi militaire hier soir. C'était dans l'état du Borno. 35 personnes ont également été enlevées vendredi. En revanche, plusieurs lycéens enlevés dans l'état de Katsina ont été libérés. On écoute les témoignages des rescapés. Le récit est signé Laure de Matos. Ils n'en reviennent toujours pas. Mohamed est bien là, en chair et en os. Après 6 jours de calvaire, le garçon de 14 ans ne pense qu'à profiter de la vie et des siens. Je suis très heureux et j'ai hâte de retrouver mes amis et tout le monde à la maison. Maintenant que je suis de retour chez moi, je vais continuer à jouer et faire ce que j'aime. Anas Chouaïbou, 16 ans, a lui aussi retrouvé ses copains. Il n'aurait jamais pu imaginer que sa vie de lycéen basculerait un soir, alors qu'il se trouvait à l'internat de son école à Ankara, dans l'état de Katsina, une ville du nord-ouest du Nigeria où Boko Haram n'est pas implanté. On était tous assis ensemble, la lumière du jour tombait et ils ont commencé à tirer en l'air avec leurs armes. L'un d'eux est arrivé et nous a dit « on bouge ». Après un certain temps à marcher, on est arrivé quelque part et ils nous ont dit de nous arrêter. Et puis ils nous ont dit « même si vous essayez de vous échapper ou si nous vous laissons partir, vous n'irez nulle part, vous mourrez dans la forêt ». 6 jours à survivre dans la forêt de Rougou, en mangeant peu, des feuilles d'arbres et en buvant dans des flaques d'eau. Plus de 300 jeunes, comme Anas, ont été libérés sur les plus de 500 enlevés le 11 décembre dernier. Mais aujourd'hui, le père du jeune homme lui interdit de reprendre les cours. Personne ne renverra son fils dans cette école sans une sécurité adéquate. Je ne m'attends pas à grand-chose, sauf si le gouvernement intervient. Ensuite, nous nous en remettrons de nouveau à Dieu, comme nous l'avons toujours fait. Le gouverneur de l'État de Katsina s'est engagé à renforcer la sécurité dans les écoles de la région. Les zones d'ombre autour de cet enlèvement de masse restent nombreuses. Au Soudan, la colère gronde encore 2 ans après la révolution. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans la capitale, réclamant justice et réclamant le départ du Premier ministre Abdallah Hamdok. 2 ans après la chute du dictateur Omar el-Béchir, les Soudanais continuent de réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que la démocratisation réelle du régime. On passe à présent à l'actualité concernant le coronavirus et le Togo entre dans la liste des pays qui décrètent un couvre-feu dès ce soir et jusqu'au 3 janvier de 22h à 5h du matin et les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier de 23h à 5h du matin. Interdiction de la consommation dans les bars, interdiction de rassemblement de plus de 15 personnes, entre autres restrictions. Il s'agit là bien sûr de lutter contre la propagation du coronavirus dont les chiffres continuent d'augmenter sur le continent. Et parlons des chiffres, justement. On en est ce soir à 2 492 115 cas confirmés, 58 789 décès et un peu plus de 2 96 000 guérisons. Et l'Algérie est un des pays les plus frappés par cette pandémie en Afrique. Depuis des années, le secteur de la santé est en difficulté dans ce pays. Heureusement, de nombreuses initiatives privées et solidaires émergent. On regarde le reportage de Kamel Zaïd, Fabrice Biro, avec Patrice Ferrus. Comme tous les matins, Benguedour Benrada effectue les derniers préparatifs dans son ambulance avant de démarrer sa journée. Ensuite, toute sirène hurlante, c'est le début de la tournée dans les rues d'Oran, en direction de patients, pour la plupart immobilisés chez eux. On essaie de faire l'équilibre entre les malades touchés par le coronavirus et ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Il y a des gens nécessiteux qui n'ont même pas les moyens de se déplacer vers les hôpitaux et en plus les personnes âgées craignent d'y aller de peur d'être contaminées par le virus. Et avec cette collaboratrice infirmière, Benguedour Benrada se rend aujourd'hui chez une patiente senior, une femme amputée de la jambe gauche. J'espère être soutenue. Je ne peux plus aller à l'hôpital et je ne peux pas marcher. Il y a juste ces gens de l'association qui m'aident. J'espère être soutenue. Et pour les malades qui n'ont pas ces problèmes de déplacement, le défi est de fluidifier les rendez-vous médicaux des uns et des autres en cette période délicate Covid-19. Et à ce jeu-là, la très détaillée application mobile Bessiha a peut-être la solution.
Nous avons permis aux docteurs et aux malades de diminuer le temps en salle d'attente, d'améliorer la gestion de la salle d'attente et de permettre aux patients, mais également aux docteurs, d'être moins exposés face au risque du coronavirus. Prochaine étape pour l'appli, organiser la téléconférence avec le patient, un examen à distance. Un cas de figure encore impossible à mettre en œuvre évidemment chez les dentistes, comme le docteur Boutagen. Elle aussi a fait appel à l'appli Bessiha. Un vrai gain de temps pour elle et beaucoup de stress en moins, avec un carnet de rendez-vous toujours bien rempli, mais avec un seul patient à la fois dans son cabinet. Et un mot pour rappeler la situation de notre confrère et correspondant en Algérie, Khaled Drareni. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'autorité de l'État après sa couverture du mouvement du Irak. Notre confrère est emprisonné depuis le mois de mars. Nous pensons à lui et nous espérons et attendons de le retrouver. En Côte d'Ivoire, le numéro 2 du parti d'opposition PDCI a été évacué à Paris. Maurice Gakou Gikawe était poursuivi par la justice ivoirienne pour complot contre l'autorité de l'État. Emprisonné depuis novembre, il avait été victime d'un malaise cardiaque il y a quelques semaines. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre Journal Afrique. Tout de suite, place au MAG. Et on va commencer par notre page des sports, par de la boxe ce soir avec la victoire hier à Kinshasa en RDC de Junior Ilunga. Bonsoir Liselor. Bonsoir, et c'était donc hier soir, Junior Ilunga a mis KO au 7e round son adversaire, le Nigérian Dourodola. Le Congolais conserve donc son titre WBC dans la catégorie des poids lourds. Énorme satisfaction donc pour le champion du monde qui attendait de disputer ce combat depuis 11 mois en raison combat reporté en raison de la pandémie du Covid-19. Prochain adversaire du Congolais, ce sera sans doute le Français Arsène Goulamirian, champion du monde WA, WBA et invaincu à ce jour. Bon, on va passer au football maintenant avec des nouvelles rassurantes, je crois, Liselor, de Moussa Wagué, l'international sénégalais qui a été blessé au genou le week-end dernier. Oui, effectivement, on avait craint le pire. On parlait même d'un arrêt de sa carrière. Moussa Wagué qui s'était gravement blessé au genou en heurtant le poteau lors d'un match contre l'Aris Salonique. Alors le latéral de 22 ans, prêté au PAOK en Grèce par le FC Barcelone, devrait pouvoir continuer à jouer. C'est ce qu'a annoncé le Barça. Il nous a annoncé qu'il a été opéré avec succès. Réparation et reconstruction du tendon rotulien. J'ajoute que Moussa Wagué s'est également fait les croisés. En tout cas, la saison pour lui est terminée et la durée de son absence est estimée à 9 mois. Bon, et puis je crois qu'ensuite, je ne sais plus trop bien de quoi vous nous parlez, mais je crois qu'on va continuer sur le football, c'est bien ça? Oui, c'est du football et du foot féminin pour parler du nouveau classement FIFA. Alors, classement sans surprise, les mieux classés sont le Nigeria. Les coéquipières d'Assissat Oshoala figurent dans le top 50. Elles occupent la 37e place. Les Lions indomptables du Cameroun sont toujours à la 51e place et l'Afrique du Sud est classée 53e. Je vous laisse poursuivre, Liselor. Alors on poursuit, mais c'est fini. Mais c'est terminé. On va retrouver notre invité. Voilà. Ce soir, notre invité, on va parler cinéma et sport avec le dernier documentaire du réalisateur Mohamed Saïd Ouma, Carton Rouge, film qui a été diffusé en avant-première le mois dernier à Amsterdam au ZIDFA. C'est l'un des plus grands festivals de cinéma documentaire. On va le retrouver tout à l'heure par Skype, mais d'abord peut-être Liselor, un petit mot de l'histoire. Oui, un très beau documentaire. Ce documentaire présente le portrait de 3 basketteuses et leur ancien coach que le réalisateur a suivi leur quotidien. C'est l'occasion de découvrir des athlètes, mais aussi de se plonger dans cette société comorienne. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. C'est très triste. On voit les Comoriens dans leur tenue blanche et verte bien quitter le stade pour partir. Je suis patriote, mais le fait de ne pas jouer en tant qu'athlète, ça m'a un peu brisé le cœur parce que c'était mon rêve. Yavo mimi sikakuja nimsaidie nilitransmete mon savoir, petit savoir nanye. Izo président Kamba Katsuji Viwa Mitso Mambiani Karatation Scope. Président Tsola Tijori attaqué. Je vais d'abord vous présenter mon CV. Là, j'ai commencé à apprendre le basket dès l'école primaire, les années 53.
Je vais organiser une fédération omnisport des écoles primaires. On est tous ensemble. Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir Laure. Alors voilà, alors vous avez suivi ces basketteuses 3 mois avant les Jeux des îles de l'océan Indien en 2019 et 2 mois après, mais vous avez choisi d'ouvrir ce film par l'édition des Jeux de 2015. Pourquoi? Et en fait, pour être plus précis, j'ai suivi depuis 2015 jusqu'en 2019. C'est pas une histoire qui, souvent, quand on veut faire un film, souvent on a quelquefois des idées comme ça, se dire je vais parler de telle ou telle thématique. Moi, l'histoire, elle m'est tombée dessus en 2015. Un ami qui était coach de l'équipe nationale de foot masculin m'a demandé de prendre ma caméra, de venir filmer la présence comorienne à La Réunion. Seulement, il y a eu un boycott, puisque les Comores sont en conflit diplomatique avec la France sur la question de Mayotte, et les athlètes n'ont pas pu jouer. On n'a pas demandé leur avis aux athlètes. Et entre le moment où les athlètes, le boycott a été déclaré officiel, et le moment où les athlètes ont dû rentrer au pays sans avoir joué ne serait-ce qu'une seule seconde, quelle que soit la discipline, il s'est passé 3 jours de latence. Et durant ces 3 jours, beaucoup d'athlètes se sont enfuis, probablement pour échapper à une vie de misère au pays. Et moi, j'ai rencontré une athlète qui est dans l'une des protagonistes principales, et un peu provocateur, je lui ai demandé toi tu fuis pas? Elle m'a dit non, moi je suis venu jouer, représenter mon pays, et je préfère me battre au pays. Et j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que là il y avait peut-être un film, peut-être une idée, parce que nous autres Africains, ce qu'on nous assomme quotidiennement, et c'est les images de jeunes qui fuient tout le temps. De leaders aussi qui fuient leurs responsabilités. La fuite est quelque chose qui est omniprésente sur notre continent. Et moi, j'avais envie de renverser ce cadre-là. Donc, à partir d'elle, j'ai pu rencontrer d'autres athlètes. Et pendant presque 4 ans, je les ai suivis, j'ai enquêté. Et puis, pour répondre précisément à ta question, Lise-Laure, c'est 3 mois avant les Jeux, on a commencé vraiment à tourner, mais de façon très intensive, c'est du cinéma d'observation. Et puis, on a continué pendant les Jeux de 2019, et on a continué après les Jeux, pour avoir un récit qui se déroule sur presque 4 ans, et comprendre un peu comment on met en place des de résilience, comment on décide de rester dans un pays où la diaspora va dire que ce pays est foutu, où le monde entier va dire que c'était juste, ce sont des îles où les gens vont se noyer en essayant d'aller à Mayotte. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment ceux qui restent. C'est un peu le cas, parce que sur le continent, il continue de vivre avec les héros du quotidien. Moi, c'est ça qui m'intéresse en ce moment, c'est de travailler avec les héros du quotidien et de montrer ces réalités-là. Des héros du quotidien que vous avez voulu filmer, on voit la première scène est quand même assez politique, Mohamed Ouma. On dit souvent que le sport d'ailleurs c'est aussi de la politique, ou en tout cas qu'il y a aussi de la politique souvent dans le sport. Est-ce que c'est aussi ça que vous avez voulu montrer dans ce documentaire ? Oui, je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément à la politique, que ce soit dans mon pays, que ce soit sur le continent, que ce soit partout. Donc j'ai quand même un point de vue très politique, et pour moi, c'était une façon, et vous avez tout à fait raison, c'est une façon d'aborder la dimension politique, la fragmentation, l'éclatement de l'archipel des Comores, mais à travers le sport, parce que effectivement, surtout les sports collectifs, c'est la représentation d'un pays à l'extérieur. Donc il y a forcément une dimension, c'est toujours très lié. Les grands événements sportifs ont toujours une dimension politique. C'est pas par hasard si une équipe de football arrive en finale de Coupe d'Afrique et qu'on voit les présidents, les ministres arriver, qu'on voit le pays se réunir alors qu'il y a des problématiques, etc. Donc le sport a cette dimension politique depuis très longtemps. Donc pour moi, c'est une façon d'aborder. Et j'ai un point de vue politique à travers ce film sur le pays, mais c'est une façon plus légère d'aborder ce point de vue. D'accord. Alors, Mohamed, ce qu'on comprend, c'est qu'on a vu dans ce documentaire que les 3 basketteuses se sont longuement confiées à vous. Est-ce que le basket, c'est plus qu'un sport, mais c'est plus qu'un sport, qu'est-ce que ça représente fondamentalement pour ces basketteuses ? Je pense que
elles sont des femmes très actives, elles ont d'autres métiers parce que le basket, c'est pas ce qui leur fait gagner leur vie. Donc il y a une vraie passion, c'est quelque chose de presque pur en fait, qu'on retrouve très peu aujourd'hui dans le sport mondial, puisque la plupart des sportifs sont professionnels, on peut comprendre ça, mais elles font du basket pour, j'allais dire, c'est la passion du jeu en lui-même. Et je pense que le basket, pour les deux plus anciennes, Asanati et Oudou, elles ont commencé à l'âge de 10 ans et ça les a structurées, de même pour Razia. Et je pense que ça a été comme une espèce de structuration, de façon de mettre en place des objectifs de vie. Et puis il y a aussi derrière le fait d'avoir une équipe où à chaque tournoi international, peut-être que certaines ne vont pas revenir, de reconstruire un peu comme une espèce de mythe décisif, de reconstruire une équipe, de reconstruire un projet collectif, c'est de façon indirecte de se dire un projet collectif d'être ensemble dans ce pays, dans ces îles, c'est quelque chose de possible. Et j'y crois toujours, qu'elles gagnent, qu'elles perdent. Et pour moi, en fait, le basket, pour elles, c'est ce qu'elles m'ont dit, c'est quelque chose qui a structuré leur vie. Et certaines vont continuer à devenir coach parce qu'elles sont en fin de carrière. Donc c'est vraiment une passion qui est structurante. Mohamed Ouma, dans ce documentaire, vous décrivez quand même une société comorienne en état de déliquescence. Hein. Bon, on a parlé de ces jeunes basketteuses. On pourrait parler aussi de Fondi Carnet, l'ancien coach des filles, qui est un pionnier du basket, mais qui n'a pas pu avoir, enfin pour qui le sport n'a pas pu lui donner une ascension, une réussite sociale. C'est pour ça que ce film s'appelle Carton rouge ? Oui, parce que pour moi, c'est un carton rouge à tous ceux qui ont mis notre pays à terre, clairement. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça se passait il y a 20 ans, ça se passait il y a 30 ans, ça se passait il y a 40 ans. Et là, je parle des Comores, mais je peux parler de plein de pays sur le continent. Et que au final, ce sont ces héros du quotidien qui maintiennent énormément de pays debout, quoi, qui font qu'on peut encore y croire, on peut encore rester, on peut encore résister. Donc il y a un état de déliquescence, c'est un très beau mot, et il y a vraiment un état de fragmentation. Il y a quelques années, j'avais enseigné le cinéma à l'Université des Comores et j'avais 124 élèves. Et c'était en littérature, et puis je leur avais fait un cours sur le cinéma africain. Et sur les 124, je leur ai demandé qui veut rester au pays pour développer ce pays. Et il n'y a qu'une main qui s'est levée. Donc sur 124 jeunes brillants, une seule personne. Donc ça veut tout dire. Et je pense que si j'avais été peut-être au Sénégal ou dans d'autres pays, j'aurais peut-être eu les mêmes proportions, peut-être moins. Donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que la jeunesse ne croit même pas en ce pays. Donc, et peut-être que le basket on est dans un état de déliquescence terrible. Et peut-être que le basket, comme vous le montrez bien dans ce documentaire, est aussi, le sport en tout cas, est aussi une raison d'espérer. Merci à vous, Mohamed Saïd Ouma. Je précise que Carton rouge sera diffusé pour la première fois la semaine prochaine à Moroni. Merci à vous, Lise-Laure. Merci. On vous retrouve dans 2 semaines. Vous partez un petit peu. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Voilà, et encore un mot de cinéma avant de refermer ce journal. On part tout de suite pour la Tunisie, pour les journées cinématographiques de Carthage. Alors que la plupart des activités culturelles dans le monde passent à la trappe, eh bien, les JCC, malgré la pandémie, ont décidé de se maintenir et de se réinventer. Regardez, le reportage est signé Maureen Mercier. Les JCC font de la résistance avec, c'est une première, un drive-in en soirée. Les Tunisiens peuvent retrouver enfin contact avec les films en toute sécurité. Sarah se sent à nouveau respirer. C'est une joie énorme. La culture, c'est la bouffée d'air. Ça fait trop longtemps qu'on est confinés à la maison. Dans les salles de la Cité de la Culture, il a fallu s'adapter. 1/3 seulement des sièges peuvent être occupés. Le directeur artistique des JCC, Ibrahim Letaïef, regarde les files interminables se former. Malgré les contraintes, les Tunisiens répondent présents, au-delà même de ces espérances. Non, bien sûr que c'est une forme de résistance, hein, et c'est vraiment très touchant.
Résister, c'est décidément inscrit dans l'ADN des JCC, comme en 2015, lorsque 12 membres de la garde présidentielle sont tués dans un attentat en plein festival. Ibrahim Letaïev décide de le maintenir, tout comme aujourd'hui, maintenir la culture face à la pandémie, encore et toujours pour lutter contre l'intégrisme. Moi, je lance d'ici un manifeste international pour que tous les hommes et les femmes de la culture se réunissent pour réoccuper leur espace. Parce que si ces espaces ne sont pas réoccupés par eux, ce sont les terroristes qui vont le faire. Voilà. Défendre la culture, affronter la peur du Covid, c'est ce qu'est venu faire Malika aussi, pour défendre avant tout un mode de vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent casser tout ce qui est liberté, tout ce qui est culture, tout ce qui est éducation. Des festivals et des événements comme ça fait reculer l'obscurantisme. Les JCC veulent ouvrir la voie. 2021 doit être l'année de la culture, même avec la pandémie. Même avec la pandémie, c'est tout ce qu'on espère pour 2021. Merci à vous, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.